Belle performance pour les trois régies financières à la clôture de l'échéance fiscale du 30 avril dernier. Globalement, sur les assignations d'un peu plus de 4 635,2 milliards de francs congolais, les trois régies financières ont mobilisé un peu plus de 4 754,8 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 102,58%. Jean-Claude Kalenga Makonga, directeur général adjoint en charge de l'administration et des finances de la douane congolaise, était dans le Lualaba pour appuyer le processus de récupération du patrimoine foncier spolié dans cette partie du pays. Évaluation de la revue du programme économique et financier du gouvernement congolais, notamment le contrôle des entreprises, la certification de la TVA et le suivi budgétaire, était au centre d'une rencontre entre la délégation du FMI et l'inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF. Les développements de ces titres étant d'autres dans le corps de ce numéro du magazine Fiscalité et Développement, dans une présentation signée Didi Avambunombolo Pépé Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, votre magazine hebdomadaire d'information économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. Le 3 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. Proclamée par l'ONU en 1993, cette journée met en lumière l'importance d'un journalisme indépendant, pluraliste et libre, essentiel à la démocratie, tout en rendant hommage aux professionnels des médias qui exercent ces nobles métiers au péril de leur vie. En RDC, cette journée est célébrée aujourd'hui dans la méditation. Mais cela n'a pas empêché la belle toile d'araignée d'adresser un message d'espoir à tous ses membres. Voici la teneur de ce message. Selon l'UNESCO, les 3 mai de chaque année servent à rappeler au gouvernement et aux autres dirigeants du monde la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté des presses et constitue également une journée de réflexion profonde pour les professionnels des médias que nous sommes sur les questions relatives à la liberté des presses et surtout à l'éthique professionnelle. Les 3 mai est aussi une journée de soutien aux médias qui sont souvent des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté des presses. C'est enfin une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de ces nobles métiers. En cette année 2026, l'UNESCO organise des célébrations ce lundi 4 mai 2026 à Lusaka en Zambie sous le thème « Façonner un avenir de paix ». Plusieurs événements seront également organisés en ligne. Au même moment, la commémoration des remises du prix UNESCO Guillermo Cano se tiendra au siège de l'UNESCO situé au 7e place de Fontenay dans le 7e arrondissement de Paris, France, ce 4 mai 2026. En République démocratique du Congo, la belle toile d'araignée qui réunit en son sein 250 journalistes économiques d'investigation spécialisés dans le contrôle citoyen rend un vibrant hommage à tous les professionnels des médias tombés dans l'exercice de leur métier et à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied jour et nuit pour informer l'opinion tant nationale qu'internationale. La belle toile d'araignée exige la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées par les Nations Unies pour une liberté de presse totale depuis l'Assemblée générale de 1993 jusqu'à ces jours. Toile d'araignée exige en outre le respect strict de l'article 24 de notre Constitution, encourage la suppression des délits de presse dans l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo et demande au gouvernement central de concrétiser sa promesse de l'assistance financière promise aux médias depuis des lustres. Enfin, la belle toile d'araignée invite tous les professionnels des médias de la République démocratique du Congo en général et les araignées en particulier à plus de professionnalisme et au respect strict des règles de notre déontologie. Bonne fête à tous. Fête à Kinshasa, le 3 mai 2026, communiqué signé. Malgré un contexte
national marqué par des contraintes sécuritaires et des pressions budgétaires importantes, le ministère des Finances a enregistré une performance notable à la clôture de l'échéance fiscale du 30 avril 2026. Cette annonce a été faite par le ministre des Finances Doudou Roussel Fouambali Koundeli Botaï à l'issue de sa visite couplée d'une séance de travail au siège de la direction des grandes entreprises DGE de la Direction générale des impôts DGI. Cette performance résulte notamment de deux mesures majeures prises par le gouvernement pour ajuster la politique budgétaire à la politique monétaire prudente portée par la Banque centrale du Congo. Grâce à ces mesures, environ 35% des recettes qui auraient pu échapper au trésor public en raison de fluctuations du taux d'échange ont été préservées. Globalement, sur les assignations d'un peu plus de 4635,2 milliards de francs congolais, les trois régies financières ont mobilisé un peu plus de 4754,8 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 102,58%. La Direction générale des impôts, à elle seule, vient de mobiliser un peu plus de 3538,4 milliards de francs congolais sur les assignations d'un peu plus de 3489,7 milliards de francs congolais avec un taux d'exécution de 101,39%. On écoute le ministre des Finances, Doudou Roussel Fouambali Koundeli Botaï. À l'endroit de tous les agents et cadres de la Direction générale des impôts, la fin de l'année 2025 n'a pas été facile pour nous au niveau du ministère des Finances en matière de mobilisation des recettes, mais également ces premiers trimestres de l'année 2026. Vous savez que nous exerçons notre travail sous plusieurs contraintes et notre Banque centrale a mis en œuvre une politique monétaire prudente qui a abouti à une forte décélération du rythme de formation des prix intérieurs. Aujourd'hui, nous avons une inflation qui tourne autour de 2,3% au bénéfice de nos populations. Une dépréciation de la monnaie qui a été stoppée au dernier trimestre de l'année 2025 et une forte appréciation de la monnaie qui a continué. Ce contexte de politique monétaire a imposé au ministère des Finances de se réinventer pour que la politique budgétaire puisse suivre le rythme de la politique monétaire qui a été mise en œuvre. Cela n'a pas été facile. Nous avons dû mettre en place plusieurs réformes, dont des mesures qui nous ont aidés à mitiguer les risques et à exercer une meilleure mobilisation des recettes. C'est d'abord une réforme majeure du système déclaratif. Nous avons dans la loi des finances 2026 inséré l'article 18 qui a institué un dialogue déclaratif qui a permis d'anticiper sur la dissimulation des revenus, qui a permis de prévenir les redressements abusifs, mais qui a permis également de mobiliser un certain nombre d'opérateurs pour mobiliser autant de recettes. Cette mesure a permis d'améliorer le climat des affaires et d'avoir un dialogue permanent avec les services de l'administration fiscale. La deuxième mesure phare que nous avons mise en place au niveau du ministère des Finances, c'est l'arrêté que nous avons signé qui a atténué l'impact de l'appréciation du franc congolais, notre monnaie, en contraignant les opérateurs qui tiennent leur comptabilité en monnaie étrangère à effectuer leurs déclarations dans la même monnaie et à imputer leurs acomptes dans la même monnaie tout en veillant au paiement dans la monnaie nationale. Cette mesure nous a permis de récupérer environ 35% des recettes qui auraient dû être perdues suite aux fluctuations du taux d'échange. L'impôt a un principe simple, la neutralité. Et nous avons appliqué cette neutralité. Et je suis très heureux ce soir d'annoncer que sur les 3 000 milliards de francs congolais de recettes qui ont été assignés à la Direction générale des impôts, nous avons réalisé 3 000 milliards 500. Donc nous avons dépassé les assignations. Et coup de chapeau à la Direction générale des grandes entreprises
qui a été en mesure de porter les ambitions de la Direction générale des impôts. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à la Fédération des entreprises du Congo, qui a accompagné les entreprises qui tiennent leur comptabilité en monnaie étrangère à veiller à l'application de cet arrêté qui nous a permis d'atteindre ces résultats que nous avons aujourd'hui. Et donc c'est une satisfaction. Nos encouragements aux femmes et hommes de la Direction générale des impôts pour ces résultats qui a été réalisé, qui va nous aider à projeter la fin de l'année, mais également nous aider à anticiper les différents projets d'investissement que le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de vouloir implémenter pour le bonheur de toute la population congolaise. Le directeur général adjoint en charge des finances et de l'administration de la douane congolaise a séjourné la semaine qui s'est achevée dans le Grand Katanga. Jean-Claude Kalenga Makonga est allé appuyer le processus de récupération du patrimoine foncier spolié dans cette partie du pays. Ce soir, nous vous proposons l'étape de Kolwezi. Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant permanent, nous en parle. C'est par le nouvel aéroport international de Kolwezi que le directeur général adjoint en charge de l'administration et des finances de la DGDA a foulé le sol du Lualaba, siège de la nouvelle province douanière que dirige Narcisse Pambo. Et c'était le lundi 27 avril dernier. Monsieur le directeur général adjoint en charge de finances et administration, mon DGA, cadre agent de la DGDA province Lualaba et Olomami, sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de votre première visite à notre jeune province de la DGDA Lualaba et Olomami. Ainsi donc, je vous invite à passer la troupe de vie. Devant vous, le commandant de détachement, l'inspecteur Kimanda Moka Bilo. L'impression que j'ai, ce n'est que l'impression d'étonnement et de joie, surtout que je vois qu'il y a un aéroport pimpant neuf et qui fait plaisir d'être vu. J'ai une mission bidimensionnelle. La première, c'est celle de sécurisation du patrimoine de la DGDA qui est en train d'être spolié. Et si nous ne faisons gaffe, il faudrait qu'on lance des travaux de sécurisation. Et la deuxième mission, c'est d'abord de remercier Madame la gouverneure qui nous a installés dans de très bonnes conditions et demander surtout son appui et son accompagnement au niveau des actions que nous avons à mener, et la sécurisation de nos sites, l'accompagnement de ceux qui construisent et surtout la mise en exécution de notre deadline, de notre feuille de route. Ces honneurs dus à son rang ont précédé l'audience auprès de la gouverneure du Lualaba, Madame Fifi Masuka, partenaire de taille dans le processus de récupération des terrains de la douane spoliés ou menacés de spoliation. Nous avons trouvé une oreille très attentive. Nous avons été très surpris de savoir que la panoplie des requêtes que nous avions préparées avait déjà trouvé des solutions auprès de son Excellence Madame la gouverneure du Lualaba. Et pour mettre à exécution ce plan de respect du patrimoine foncier de la douane, particulièrement à Kolwezi, le patron des questions administratives douanières nationales a fait la ronde de toutes les autorités du Conseil provincial de sécurité du Lualaba. Question de les impliquer dans la défense des terres réservées à la douane et aujourd'hui menacées. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le président de la cour d'appel, le parquet général,
Puis, le DGAF a tenu une réunion marathon à Moussompo, au siège provisoire de la direction provinciale de la DGDA Lualaba et Olomami. C'était avec toute la délégation douanière qui l'accompagnait. Les efforts du DGAF, Jean-Claude Kalenga Makonga, ont tout de suite payé. Le même jour, la douane a obtenu du cadastre et du conservateur des titres immobiliers le remesurage et bornage des terrains situés dans les encablures du péage de Colosi. Et pour clôturer ce dossier, le directeur Narcisse Pambou a reçu du cadastre des titres fonciers tous les papiers ad hoc. Quiconque s'aventurerait à mettre ses pieds dans la concession de la DGDA Lualaba à Colosi trouvera sur son chemin les forces de l'ordre avant d'être déféré devant les juges où il subira la rigueur de la loi, a averti l'autorité douanière. Arrivé le lundi 27 avril à Kolwezi, Jean-Claude Kalenga Makonga a quitté les Lualaba le mercredi 29 avril dernier. Le directeur général adjoint en charge de l'administration et finances de la DGDA a donné l'essentiel de sa mission. Mon DGA, cadre agent de la DGDA province de Lualaba et Olomami sont rangés pour vous dire au revoir à la fin de votre mission dans notre province. Nous avons été en premier lieu reçus par Madame Son Excellence la gouverneure de la province de Lualaba, auprès de qui nous avons présenté nos requêtes qui ont eu toute satisfaction. Nous avons été visiter le nouveau bâtiment qui va abriter les bureaux de la DGDA Lualaba. Nous sommes descendus sur terrain pour visiter les multiples concessions de la DGDA qui sont spoliées. Nous avons pris contact avec les autorités judiciaires au plus haut point dans la province, l'autorité policière, provinciale policière, qui toutes ont promis de nous accompagner pour pouvoir nous permettre de matérialiser la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dans cette province. Nous avons eu les contacts avec les autorités foncières qui nous ont promis de mettre à disposition les documents réactualisés faisant de foi pour permettre que les constructions que nous avons lancées de la sécurisation de nos patrimoines puissent être réalisées en toute quiétude. Donc l'accompagnement du pouvoir judiciaire local, de la police est assuré et sous la conduite politique de Madame Son Excellence la gouverneure de Lualaba. Sa visite qui pour récupérer le terrain de la DGDA qui sont spoliés et avec le concours de la gouverneure et toutes les autorités judiciaires ainsi que les autorités foncières, nous avons pu obtenir toutes les facilités pour avoir des documents qui puissent ces terrains-là. Deux sociétés sud-africaines, l'une spécialisée dans l'accroissement de la capacité industrielle en Afrique et l'autre dans la production, distribution et commercialisation de produits pharmaceutiques, ont été invitées à venir s'installer en République démocratique du Congo qui regorge d'énormes opportunités dans plusieurs domaines et c'est là en s'orientant vers les zones économiques spéciales pour ainsi bénéficier des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers. Cet appel leur a été lancé le mardi 28 avril 2026 à Kinshasa par le gouvernement congolais par l'entremise du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya au cours d'une réunion stratégique avec les responsables de ces deux sociétés accompagnés du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Hervé Claude Tumba Batukonke, qui a signé dernièrement un mémorandum d'entente avec ces firmes sud-africaines à Cape Town. Au nom du gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur a rassuré ses investisseurs de la consolidation de l'amélioration du climat des affaires en RDC, mais également de l'accompagnement et de protection de l'État congolais une fois installé. Vous le savez, en février de cette année, il y a une mission économique et les fonds de promotion de l'industrie et le département de commerce et industrie
d'Afrique du Sud organisé ici. Donc c'est dans le cadre même retombé de cette mission économique qui a eu lieu ici au mois de février. Et voilà pourquoi aujourd'hui la délégation sud-africaine, qui était conduite par Madame la CEO de Industrial Development Corporation et aussi les groupes BLIS, qui est un groupe dans les domaines pharmaceutiques, sont venus ici pour concrétiser. Et vous rappelez qu'après la mission économique, nous avons aussi signé un MOU au niveau de Cape Town avec Industrial Development Corporation, juste pour formaliser ce que nous avons fait au niveau de Cape Town et ce que nous avons fait récemment lors de notre visite à Johannesburg, quand nous avons eu l'opportunité de rencontrer nos partenaires qui nous viennent aussi ici pour investir dans le domaine pharmaceutique. Alors, pourquoi nous sommes venus ici? Nous sommes venus ici pour rencontrer le ministre du Commerce, pour faciliter au niveau du commerce aussi. Parce que c'est important que nous puissions rencontrer les décideurs pour que quand nos hôtes viennent ici, ne puissent pas rencontrer des difficultés. Les difficultés, il y en aura. Mais nous allons travailler de sorte que les choses puissent très bien se passer et que leurs investissements dans les domaines industriels, j'insiste, dans les domaines industriels, puisse très bien se passer et qu'il n'y ait pas beaucoup de couacs au niveau de notre pays. C'est bien pour la population congolaise, c'est bien pour notre économie, c'est bien pour les Africains. Donc voilà pourquoi nous sommes venus ici à la tête d'une forte délégation. Les échanges se sont très bien déroulés. Les ministres sont très contents et la délégation sud-africaine est très contente aussi. Donc voilà un peu ce qui a été l'objet de notre visite ici. Bien sûr, vous savez, le ministre du Commerce, avant d'être ministre du Commerce, était aussi ministre de l'Industrie. C'est-à-dire, il comprend très bien les jeux. Il a prodigué des conseils et il a aimé ce que nous sommes en train de faire au niveau des fonds de promotion de l'industrie avec les nouveaux managements, les nouveaux leaderships. Ce que nous sommes en train de chercher à implémenter au niveau de notre pays pour le développement intégral. Parce que cela ne veut pas seulement être au niveau de Kinshasa, mais ça va aller partout au niveau de notre pays, la RDC. Et cela va impacter aussi d'autres nations africaines. Voilà pourquoi nous sommes là. Et le ministre aujourd'hui est très content. Il a pris l'engagement de pouvoir nous accompagner pour que tout ce que nous sommes en train de faire puisse bien se passer à tous les niveaux. Après la mission économique RDC-Afrique du Sud à Kinshasa, après la signature du mémorandum d'entente entre le FPI et IDC à Cape Town, en Afrique du Sud, en février 2026, une délégation sud-africaine est arrivée à Kinshasa pour sceller définitivement un partenariat stratégique pour l'industrialisation de la RDC. Regardez. Après la mission économique RDC Afrique du Sud à Kinshasa, après la signature du mémorandum d'entente entre le FPI et IDC à Cape Town en février dernier, une délégation sud-africaine est arrivée à Kinshasa pour sceller définitivement un partenariat stratégique pour l'industrialisation du Congo. Grâce aux efforts de son directeur général Hervé-Claude Batukonke, le Fonds de promotion de l'industrie Industrial Development Corporation, IDC, passe à l'acte. Ce lundi matin, une équipe de l'IDC, conduite par son CEO, Mme Makgoshi Lekete, a longuement échangé avec le FPI. Des questions relatives aux investissements sud-africains en RDC dans le cadre de ce partenariat et le chronogramme des activités ont été abordés par les deux parties. Les secteurs ciblés sont l'agro-industrie, les mines, l'énergie et la pharmacie. Les représentants des deux institutions ont rencontré le ministre des Mines, Luatum Kabamba, qui salue ce partenariat et apporte son soutien aux efforts d'industrialisation de la RDC. Il a donné des assurances et quelques précisions aux Sud-Africains qui manifestent un intérêt accru pour les minéraux critiques et les métaux rares dont regorge la République démocratique du Congo. La ronde de plusieurs ministères se poursuivra pendant toute la semaine. Cette démarche facilite la tâche aux investisseurs qui doivent remplir quelques formalités administratives. D'où la présence de John Nyakeru, ambassadeur de la République démocratique du Congo à Pretoria. En ce jour à Kinshasa, la délégation sud-africaine de l'IDC s'est rendue dans la zone économique spéciale de Kin-Malebo, l'un des sites stratégiques appelés à porter l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Après la signature du protocole d'accord entre le Fonds de promotion de l'industrie et l'Industrial Development Corporation d'Afrique du Sud, une nouvelle étape s'est ouverte sur le terrain. En séjour à Kinshasa, la délégation de l'IDC s'est rendue dans la zone économique spéciale de Kin-Malebo, l'un des sites stratégiques appelés à porter l'industrialisation de la République démocratique du Congo.
Cette descente sur le terrain vise à confronter les ambitions aux réalités. Sur place, la délégation sud-africaine a pu évaluer le potentiel du site et apprécier les conditions concrètes de déploiement de projets industriels à fort impact économique et social. Guidée par les équipes techniques, la délégation a suivi avec attention les différentes présentations du développeur de la zone, mettant en lumière les opportunités d'investissement ainsi que les perspectives de développement à court et moyen terme. Pour le directeur des études du FPI, François Mpuila, qui a conduit la délégation, cette immersion sur le terrain constitue une étape essentielle dans la concrétisation du partenariat. Vous allez vous rappeler que au mois de février, nous avions reçu une grande délégation sud-africaine conduite par le DTIC. Il y avait les investisseurs que nous avions amenés sur ce site de Kinmalebo. Ils avaient eu l'appétit de voir dans quelles conditions y investir pour mettre leur investissement ici. Et là, nous sommes avec l'équipe qui est conduite par IDC. Comme vous savez, IDC et le FPI, nous avions signé un mémorandum d'entente dans lequel nous avons les options de cofinancement. Nous sommes venus avec eux pour qu'ils voient la plateforme, les facilités, afin d'arriver à se faire une idée lorsque nous allons déployer le cofinancement, qu'ils comprennent où est-ce que les entreprises vont travailler, dans quelles conditions ils vont travailler, est-ce que la plateforme de la zone économique spéciale de Kinmalebo pourrait permettre le meilleur fonctionnement de ces entreprises. C'est la raison qui nous a conduits ici et la partie IDC a suivi les explications que l'agence leur a présentées et nous avons vu qu'ils étaient très contents. C'était pour continuer le travail que nous avions fait la fois passée. Au-delà des intentions, ce partenariat entre le FPI et l'IDC traduit une volonté claire de bâtir une coopération économique solide entre la RDC et l'Afrique du Sud. Une coopération orientée vers le développement des chaînes de valeur régionales, la transformation locale des ressources et la création des emplois décents. L'enjeu est également continental. En s'inscrivant dans la dynamique de la zone de libre-échange continentale africaine, ce partenariat renforcera le commerce intra-africain et positionnera la RDC comme un acteur clé de l'industrialisation régionale. À travers le FPI, la RDC envoie un signal fort aux investisseurs, celui d'un pays qui avance et réalise des progrès sur le plan économique, selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors du briefing de presse organisé le lundi 27 avril 2026 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé RSP, Miguel Cachal Katembe, a fait un état de lieu du secteur de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Il a présenté les dernières statistiques marquées par la croissance et le recul conjoncturel qui seraient liés à la situation sécuritaire dans l'est du pays. À côté du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, et devant le professionnel de médias, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, Miguel Cachal, dresse le bilan des activités de son institution qui connaît à la fois une croissance et une chute conjoncturelle relative à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après les chiffres avancés par les patrons de l'ARSP, le niveau des affaires de la sous-traitance a connu des progrès entre 2022 et 2024. Nous avons publié les statistiques de 2023, 2024 et 2025. Ces statistiques sont disponibles sur notre site de l'ARSP et tout le monde peut aujourd'hui pouvoir accéder. Enfin, pourquoi nous avons publié ces statistiques? C'est pour démontrer d'où nous sommes venus et où nous sommes en train d'y aller. Nous vous avons parlé que nous avons trouvé les statistiques sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y avait que 300 millions de dollars comme chiffre d'affaires de la sous-traitance. Aujourd'hui, les statistiques que nous avons publiées, en 2023,
nous sommes allés à plus de 2 milliards de dollars. Donc, ceci démontre déjà l'impact de la vulgarisation que nous avons accélérée sur toute l'étendue du territoire national et aussi de mettre en place les parties prenantes. Donc, les sociétés principales, les corporations, entre autres la Fédération des entreprises du Congo, les autres corporations, donc toutes les parties prenantes, afin de leur dire qu'ils ne sont pas des adversaires, mais ils doivent travailler ensemble parce que la loi elle-même sur la sous-traitance parle d'un partenariat. Et quel est ce partenariat? C'est le partenariat entre les sous-traitants, entre eux-mêmes, donc 51 pour les Congolais, 49 pour les expatriés. Et le deuxième partenariat, c'est les contrats qui lient une société principale et une société sous-traitante. Au-delà des chiffres avancés, le numéro 1 de l'RSP a appelé au respect strict de la chaîne de valeur dans le secteur de la sous-traitance. Miguel Cachal Moutembe a insisté sur le fait que les grandes entreprises ne doivent se contenter que d'exercer leurs activités principales, laissant les autres segments aux petites et moyennes entreprises locales. L'objet social d'une société sous-traitante, c'est intervenir dans la chaîne des valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons donner une attestation de l'ARSP à une société minière pour commencer à exercer les activités secondaires? Si le législateur a initié la loi sur la sous-traitance, c'était pour faire en sorte que les entreprises principales n'effectuent plus les activités secondaires. Parce qu'une société principale qui se retrouve dans les activités secondaires, où est la place de la sous-traitance? Et où est la place des sous-traitants? Et nous, en tant que régulateurs, nous sommes là pourquoi? Pourquoi on a créé la RSP? C'est pour réguler, c'est pour protéger les sous-traitants. Si nous laissons les sociétés principales exercer les activités des sous-traitants, à quoi sert la loi sur la sous-traitance? Ça veut dire que les sous-traitants vont disparaître et la sous-traitance n'a plus raison d'exister. Il y a un objet social de l'entreprise. La sous-traitance ou la RSP répertorie tous les jobs ou tous les besoins qui peuvent être éligibles à la sous-traitance et les confie. Parce que pour être sous-traitant, vous devez avoir un certificat légalement établi et il y a évidemment des conditions. Vous devez faire preuve d'un certain nombre de conditions. Et donc, tous les aspects plutôt, en dehors des aspects principaux décrits dans l'objet social d'une société A, la société principale, ne peuvent pas, la société principale qui a des activités définies dans son objet social par exemple, ne peut pas faire des activités secondaires à son activité principale sans passer par la sous-traitance ou sans payer un sous-traitant. Faire de la sous-traitance un moteur de développement économique, c'est le vœu des autorités congolaises en dépit de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Le renforcement de la régulation, la promotion de l'emploi local et la structuration de ce secteur sont les engagements pris par le gouvernement par les biais de l'RSP. Mise en œuvre de la politique monétaire en RDC, c'était le thème au centre d'un autre briefing spécial de presse organisé le mardi 28 avril dernier. À cette occasion, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, a donné des signaux forts de l'économie congolaise. Au cours de ce briefing spécial de presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, a déclaré que la situation économique nationale se porte bien. La situation économique de la République démocratique du Congo est bonne. Nous avons une croissance soutenue. 5,8 pour 2025 et on projette l'année 2026 à 6,2%. Nous avons une inflation qui est maîtrisée. Nous avons un
taux d'inflation en glissement annuel à 2,36%. Nous avons des réserves internationales qui sont conséquentes, 7,7 milliards de dollars. Nous avons des bons BCC de maturité de plus en plus longue, et cela se traduit par une confiance des opérateurs économiques. Si on voit la courbe de confiance des opérateurs économiques, elle est en croissance mois après mois, et ça se traduit également par des dépôts au niveau de nos banques commerciales qui s'accélèrent, et la part des dépôts en monnaie nationale qui grappille des petits points de pourcentage par rapport aux dépôts en dollars. Le patron de l'Institut d'émission, André Wameso, a laissé entendre qu'il y a des améliorations du pouvoir d'achat des Congolais, surtout ceux qui gagnent en francs congolais. Faire de l'épargne en monnaie nationale présente beaucoup d'avantages. Ma stratégie, c'est d'abord montrer à notre population qu'il y a plus de bénéfices à travailler en francs qu'à travailler en dollars. Par exemple, aujourd'hui même, ceux qui continuent à effectuer leurs dépenses en dollars trouvent que les prix ont augmenté, alors que ceux qui font leurs dépenses en francs congolais, eux, sont bénéficiaires. Dans un autre domaine, très peu de Congolais savent que aujourd'hui, si on épargne en francs congolais, on reçoit beaucoup plus de rendement que si on épargne en dollars. En réalité, c'est de pouvoir emmener à la confiance. Et cette confiance se construit petit à petit avec le temps, et les gens vont se rendre compte au fil du temps que, effectivement, dépenser en francs congolais, épargner en francs congolais, non seulement nous permet de faire des économies, mais renforce globalement notre situation économique. Les dernières décisions prises par la Banque centrale du Congo qui ont abouti à l'appréciation du franc congolais face aux devises étrangères n'ont pas causé la baisse des recettes publiques. Au contraire, les régies financières se sont montrées très performantes en réalisant un taux d'exécution de 103,3% en 2025. Quand on fait une politique gouvernementale, les recettes qu'on met à votre disposition, ce sont les recettes budgétaires pour faire votre politique. Et les recettes budgétaires n'ont pas baissé. Les recettes budgétaires n'ont pas baissé. Les recettes, l'année 2025, et ce sont les chiffres du ministère des Finances, sur 27 401,2 milliards de francs congolais d'assignation de recettes budgétaires, la RDC, donc le ministère des Finances, au travers de ses régies, a atteint 28 294,8 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 103,3% pour l'année 2025. La question qui se pose, est-ce qu'avec l'appréciation du franc congolais, on a vu les recettes baisser? Mais c'est factuel. C'est pas ça, c'est pas en ces termes-là qu'on répond à une interrogation économique. C'est d'abord de savoir, est-ce qu'il y a eu perturbation budgétaire à cause de l'appréciation du franc congolais? D'abord, je vous ai parlé
des recettes qui n'ont pas baissé. Donc si le législateur pose la question au ministre des Finances, est-ce que vous avez atteint les assignations que nous vous avons données, puisque c'est nous l'autorité budgétaire, le Parlement? La réponse sera oui. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo s'est montré confiant quant aux perspectives économiques en RDC. La surveillance de l'inflation sur le marché des biens et services est parmi ses grandes priorités, tout en précisant que des chocs exogènes liés au conflit américano-israélo-iranien dans les détroits d'Ormuz pourraient impacter négativement les cadres macroéconomiques au Congo démocratique et perturber la croissance économique mondiale. Une délégation du Fonds monétaire international FMI en mission de service en République démocratique du Congo a rencontré le mercredi 29 avril 2026 le chef des services de l'inspection générale des finances, IGF, Christophe Bitassimwa, en vue de l'évaluation de la revue du programme économique et financier du gouvernement congolais, notamment le contrôle des entreprises, la certification de la TVA et les suivis budgétaires. La délégation du Fonds monétaire international FMI en mission de service en RDC a échangé ce mercredi 29 avril 2026 avec le chef de service de l'IGF, Christophe Bitassimwa. Ils ont tablé sur l'évaluation de la revue du programme économique et financier du gouvernement congolais autour du contrôle des entreprises, de la certification de la TVA et du contrôle budgétaire. Vous savez que la République démocratique du Congo a un programme avec le FMI. Et ça, c'est la énième mission d'évaluation de ce programme. Et lorsqu'ils viennent en évaluation, ils font le tour de service pour s'imprégner de l'état d'avancement de ce programme. Pour le chef de mission du FMI, Calixte, il était question de discuter sur la contribution de l'IGF dans l'amélioration de la gestion de finances publiques en RDC, mais aussi dans la mobilisation de recettes qui joue un rôle crucial pour le réforme en général. Nous sommes ici dans le cadre d'une revue, la troisième revue du programme économique et financier de la RDC, soutenu par la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. Nous sommes passés à l'IGF pour discuter de leur contribution à l'amélioration de la gestion des finances publiques en RDC, la mobilisation des recettes, le contrôle des dépenses, la question de gouvernance et tout ce qui est dans leur champ de responsabilité. Durant 2 semaines, cette délégation va faire la ronde dans plusieurs services étatiques dans le cadre de l'évaluation de la revue du programme économique et financier du gouvernement. Le 1er mai de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale du travail. À la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard, une rencontre a été organisée entre les cadres et agents de cette régie financière au quartier Matongé dans la commune de Kalamon. Céline Boumba, Angelani Armen Ngoma Moussakan. C'est dans ce cadre au quartier Matongé dans la commune de Kalamon que les cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard se sont retrouvés pour célébrer la Journée internationale du travail. Instant pour ces mobilisateurs de recettes non fiscales d'échanger sur le fonctionnement et l'organisation de leur régie financière. Occasion pour la directrice des ressources humaines de la DGRAD, Émilie Chilumba Kapinga, de parler du code de conduite de l'agent public. L'administration est tenue de constituer un dossier administratif individuel et l'agent est tenu de fournir des éléments sincères et vrais pour la constitution de ce dossier. Ce dossier permet de suivre l'agent. Quand on parle de prise en charge de l'agent, c'est la prise en charge de sa carrière, donc de son évolution dans l'administration, et aussi de la prise en charge médicale, notamment. Sa prise en charge est celle de ses ayants droit, qui sont déterminés par la loi. Ce dossier est important
dès le premier jour où l'agent se présente, jusqu'à la fin de sa carrière, que ça soit par révocation, par mort, par démission ou à sa mise à la retraite. Cette journée a été non seulement festive, mais surtout très édifiante pour ces mobilisateurs de recettes non fiscales. Elle a été riche en débats sur des questions très pertinentes qui concernent la DGRAD. Des préoccupations soulevées par les agents et bien comprises par la hiérarchie représentée par la directrice des ressources humaines avec promesse de chercher des voies et moyens pour répondre positivement aux desiderata du personnel. La délégation syndicale présente à cette rencontre a réitéré sa détermination à accompagner la haute direction pour l'atteinte des objectifs fixés et encourager les personnels de la DGRAD à plus d'ardeur dans le travail dans le but d'atteindre les assignations budgétaires de 2026 arrêtées à un peu plus de 5 474 milliards de francs congolais. Sous l'encadrement du directeur provincial de la DGRAD Kin-Ouest, Bruce Bilolo Kambwe, les femmes de cette direction provinciale de la cadette des régies financières ont clôturé avec faste le mois de la femme le 29 avril 2026 dans la salle de conférence des affaires étrangères, témoin de l'événement pris qu'à ce canal l'UTT Fonfoma Kitodoma. C'est en présence de la directrice générale adjointe en charge de l'administration et finances de la DGRAD, Christine Epoulouké, qu'une centaine des femmes de la direction urbaine de la DGRAD Kin-Ouest du Co ont clôturé le mercredi 29 avril 2026 la journée internationale de droits de la femme célébrée en mars de chaque année. Plusieurs intervenants se sont succédés à tour de rôle et plusieurs thématiques ont été abordées pour sensibiliser la gente féminine de la DGRAD sur ses droits et devoirs au sein de cette régie financière chargée de l'ordonnancement et du recouvrement des recettes non fiscales de l'État congolais. Moi, il m'avait été demandé d'échanger avec les participants sur le dossier administratif, le dossier individuel de l'agent cadre pour une meilleure prise en charge. Et j'ai rappelé ce que tout agent cadre est censé connaître, donc contribuer à la constitution de son dossier administratif individuel avec des éléments sincères et vrais pour pouvoir bénéficier d'un meilleur accompagnement et dans sa carrière et dans les droits et avantages auxquels il a droit. Permettez la tautologie. C'est cela. Cela vaut pour la femme et pour l'homme. Donc, ça vaut pour l'agent de carrière, quel que soit son sexe. En plus de la formation qu'organise l'employeur, la femme peut aussi s'auto-former. Vous comprenez? Donc, par l'auto-formation, elle est capable de beaucoup de choses aussi. Nous avons des textes réglementaires qui nous régissent et dans le cadre de notre travail d'encadrement des recettes, tout ce que nous devons faire doit l'être par rapport à ces textes-là. Mais si vous ne connaissez pas ces textes, vous n'allez rien foutre, vous serez toujours à côté. Parce qu'en face de vous, vous avez les opérateurs économiques qui sont nos partenaires, bien sûr, mais qui ont à côté d'eux des hommes de droit qui manipulent facilement les textes réglementaires. Sous l'encadrement du directeur provincial de la DGRAD Kin-Ouest, Bruce Bilolo Kambwe, cette célébration de la clôture du mois de la femme a été placée sous le thème « Droit, justice, action pour les femmes et filles ». Profitant de l'occasion, les femmes de la direction urbaine des Kin-Ouest ont soulevé plusieurs préoccupations prises en compte par la haute hiérarchie qui néanmoins attend d'elles compétences techniques et éthiques irréprochables dans la mobilisation des recettes non fiscales. Les attentes que nous attendons des femmes, nous, régie financière, c'est la mobilisation des recettes. Et nous devons les encadrer, elles doivent développer leurs capacités, leurs talents. Et surtout que je suis accompagné de Madame Derage qui représente la direction générale présentement et qui est encore femme. Je crois que la cérémonie a été meilleure. Nous l'avons suffisamment admirée et nous demandons à toutes les dames, non seulement de la DGRAD dans l'ensemble,
de se familiariser avec le travail partout où elles sont pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est sur une note festive qu'est s'est clôturée la célébration de la Journée internationale des droits de la femme pour les dames de la direction urbaine de la DGRAD Kin Ouest. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international. Les tensions entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre continuent de faire grimper le cours du pétrole sur le marché international. Mais à la clôture de la semaine, il s'est observé une baisse du prix de l'or noir. Chez WTI, le baril a valu 105,42 $, en chute de 3,46%, et chez Brent, il a coûté 114,09 $, reculant de 6,24%. Le cours du cuivre a connu une hausse de 0,18%, se négociant à 13 015,50 $ la tonne. Le cours du cobalt se situe autour de 56 000 $ la tonne. Celui de l'or s'est fixé à 4 613,26 $ l'once. Côté produits agricoles, la tendance générale est haussière, hausse de 0,97% pour le cours du maïs négocié à 468 $ la tonne, hausse également de 3,36% du cours du riz paddy, c'est-à-dire non décortiqué, vendu à 10,91 $ la tonne. Le cours du blé a accru de 0,76%, valant 627 $ la tonne. Et le cours du cacao a grimpé de 0,77% en se négociant à 3 521 $ la tonne. Ce numéro du magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci de l'avoir suivi depuis Luanda, en République d'Angola. Le programme continue sur votre chaîne.